Bonjour ou bonsoir. Tout d'abord, merci à vous d'être venus à cette présentation si nombreux. Ensuite, merci au comité d'histoire de la ville de Paris pour l'organisation de ce cycle de conférences qui va nous donner la possibilité de parler de nos collections, nous, bibliothèques municipales ou musées municipaux. Merci aussi aux Archives de Paris de nous accueillir aujourd'hui pour cette présentation qui va nous permettre d'évoquer ensemble l'activité photographique du laboratoire d'études physiques et météorologiques de la Tour Saint-Jacques, plus spécialement pendant l'année 1885-1886. Nous allons prendre appui sur un album de photographies qui est conservé à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, où je suis, comme l'a dit Madame Aigné, responsable du fonds photographique. Alors, on ne présente pas la Tour Saint-Jacques. C'est un édifice qui est bien connu des Parisiens et des touristes, mais évoquons-la quand même en quelques mots. Avec ses 54 mètres de haut, la tour était au XIXe siècle encore l'un des monuments les plus élevés de Paris. C'est un détail qui aura son importance par la suite. Érigé au XVIe siècle, ce clocher était le seul vestige de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, construite dans le riche et puissant quartier de la Grande Boucherie, situé au nord du Châtelet de Paris. C'était évidemment le lieu de rassemblement des pèlerins qui se rendaient à Compostelle, guidés par la statue de Saint-Jacques, qui se trouve au sommet du clocher. L'église a été fermée en 1790, vendue comme bien national en 1797, puis démantelée. Sa tour devait par contre être conservée au terme du contrat de vente de 1797. Sa hauteur en faisait un point d'observation idéal pour repérer les départs d'incendie et pour effectuer des expériences scientifiques. La statue de Blaise Pascal, réalisée par Jules Cavelier et installée sous l'arcade en 1857, avait pour but de rappeler qu'en 1653, le philosophe physicien y avait répété des expériences barométriques qu'il avait effectuées au Puy-de-Dôme en 1648, bien que ces expériences, on le sait maintenant, aient eu lieu en fait au sommet de l'église Saint-Jacques du Haut-Pas, dans le 5e arrondissement. À partir de 1824, le clocher est devenu une tour à plomb. On y fabriquait des plombs de chasse à l'anglaise, en jetant de son sommet du plomb en fusion, qui tombait au travers d'un crible, et ce crible formait des billes qui tombaient dans un bassin au pied de la tour, où elles refroidissaient. Puis après 2 incendies, les propriétaires le vendirent aux enchères en 1836. Quelques défenseurs du patrimoine, dont François Arago, qui était alors président du conseil municipal, incitèrent la ville de Paris à voter le 5 août le rachat de l'édifice. Ce rachat marqua la fin des activités industrielles dans la tour et le début des campagnes de mise en valeur et de restauration la concernant. Ces campagnes seront menées à la faveur des grandes opérations de voirie qui, dans les années 1850, modifièrent le quartier. La tour elle-même fut restaurée par Théodore Balue, un des 2 architectes de l'Hôtel de Ville. Adolphe Alphand conçut le square en contrebas, en remplacement du marché au linge, et la tour fut classée monument historique en 1862. Alors c'est en février 1884 que Joseph Joubert, tirant profit de la hauteur de l'édifice, fit ses premières expériences scientifiques à la Tour Saint-Jacques. De Joubert, on ne sait à peu près rien, si ce n'est que fils d'un fabricant de coiffes et chapeaux, il est né à Lyon en 1861 et mort à Paris en 1916. Il a eu une triple carrière, physicien, météorologue et surtout aéronaute. C'est dans cette activité qu'il acquit une petite renommée, puisque entre 1880 et 1912, il a fait plus d'une trentaine d'ascensions en ballon pour des études météorologiques et astronomiques. Alors, ces expériences à la Tour Saint-Jacques sont connues par les comptes rendus qu'en fit la presse d'information et la presse de vulgarisation scientifique de l'époque. Il s'agissait tout d'abord, en 1884, de démonstration du pendule de Foucault, donc une répétition de l'expérience de Léon Foucault au Panthéon en 1851. D'ailleurs, Joubert fera une de ces démonstrations le 30 juillet 1887 devant l'empereur du Brésil, Dom Pedro II, qui était en visite à Paris et, féru de science, avait rendu une petite visite à l'observatoire. Parmi ces expériences, il y avait aussi des mesures barométriques
pour lesquels Jaubert fera installer un baromètre à eau de 12,65 m de haut en 1888. Devant le succès des premières expériences de 1884, Jaubert fonda l'année suivante, avec l'ingénieur et aéronaute Émile Carton, un laboratoire d'études physiques et météorologiques. Et en 1886, la préfecture de la Seine l'autorisa à installer ses appareils dans la tour pour y mener des observations météorologiques, des études de physique générale et de chimie. Suivirent bientôt l'organisation de cours et la création d'une bibliothèque. De conventions d'occupation précaire en subvention annuelle de fonctionnement accordée par le conseil municipal, ce laboratoire privé devint observatoire municipal en 1893, à la faveur de la lutte contre les fumées d'origine industrielle qui envahissaient le ciel parisien. Et en 1895, un service météorologique unifié fut créé, réunissant le laboratoire privé de la Tour Saint-Jacques et l'observatoire municipal de Montsouris, sous la direction unique de Joseph Jaubert. Ainsi associé à l'observatoire de Montsouris, le laboratoire de la Tour Saint-Jacques se consacra à des recherches pratiques en relation avec les services préfectoraux, notamment à la prévision météorologique, du point de vue de l'hygiène publique et de la circulation urbaine. On lui demandait essentiellement de prévoir les crues, les chutes de neige, etc. L'activité du laboratoire de la Tour Saint-Jacques n'a pris fin qu'en l'an 2000, avec une nouvelle restauration de la tour. Alors, un album photographique conservé à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris vient rendre compte des recherches menées dans ce laboratoire pendant l'année 1885-1886. Parmi ces études, ces recherches, on trouve des études du ciel, des études des phénomènes météorologiques, des études sur les instruments de propulsion aérienne. Données à la ville de Paris au cours du premier semestre 1887 comme justificatif des subventions accordées par le conseil municipal et pour pérenniser l'occupation de la tour, ce rapport d'activité en images sur la première année de fonctionnement du laboratoire permet de cerner les rapports entre photographie et recherche scientifique. Et parmi elles, 3 épreuves photométriques vont retenir plus particulièrement notre attention. Le mot photométrie signifie étude du rayonnement lumineux, dont l'intensité est exprimée à l'époque en bougies et carcelles, avant l'adoption de la candela en 1948. Le mot photométrie figure dans la légende d'une des 3 épreuves que nous allons voir ensemble. On pourrait aussi inclure dans cette discipline les états du ciel pris à l'observatoire de Jaubert, dès lors que les légendes mentionnent un temps de pause, des conditions d'éclairement ou une heure de prise de vue. Alors, pour comprendre l'intérêt des photométries réalisées à la Tour Saint-Jacques, il faut faire un petit détour par la technique photographique dans ces années 1880. La photographie est fondée sur le strict enregistrement des rayons lumineux, tels qu'ils se posent sur la surface d'un objet, qui la renvoie ensuite vers une surface sensibilisée où elle s'imprime. Le temps d'exposition de cette surface sensibilisée, le temps de pose, est directement corrélé aux conditions d'éclairement du sujet, que l'on photographie soit en extérieur, à la lumière naturelle du soleil, soit en studio, à l'aide d'une lumière artificielle, que l'on dissimule le plus souvent pour éviter la formation d'un halo blanc visuellement désagréable autour du sujet. Photographier de nuit revient à photographier la source lumineuse elle-même, le reste du décor se perdant dans le noir. Ce n'est pas, à l'époque, chose aisée ni habituelle. Et cela paraît même contraire au principe même de la photographie, qui est de rendre visible, par l'action de la lumière, des détails. Ce type de photographie oscille le plus souvent entre sur- et sous-exposition, l'excès ou le manque de lumière. Rappelons que les chambres noires, dont vous voyez ici un modèle qui se trouvait à la Tour Saint-Jacques. Rappelons donc que les chambres noires étaient alors munies d'obturateurs manuels et que c'était le photographe qui décidait du temps pendant lequel la lumière extérieure impressionnait sa plaque de verre.
Il y eut bien des enregistrements directs sur papier sensible, réalisés par Flammarion lors de l'éclipse de 1870, des photographies de la Lune et des relevés quotidiens de l'intensité de la lumière naturelle diurne, réalisés à l'Observatoire de Montsouris, dans ces mêmes années 1870. Mais par leur intérêt pour l'éclairage artificiel, les recherches du laboratoire de la Tour Saint-Jacques rappellent davantage les travaux d'Émile Allard pour le service central des phares, synthétisé dans son mémoire sur l'intensité des phares, publié en 1876. Il faut pour réussir des clichés photométriques, qui sont nécessairement réalisés de nuit, d'une part, une source lumineuse puissante, située à bonne distance du photographe, pour éviter tout aveuglement, et d'autre part, une surface photographique particulièrement sensible. Les conditions techniques pour réussir de telles prises de vue sont réunies au début des années 1880 avec la lumière électrique et la plaque de verre sèche au gélatino-bromure d'argent. Il est alors indifférent que le papier de tirage des positifs demeure un papier albuminé, comme dans le cas des photographies réalisées par Jaubert. Alors évidemment, les photographes n'ont pas attendu de disposer d'émulsions ultrasensibles pour s'essayer à la photographie nocturne. Pensons à Marville et à ses photographies du ciel prises à la tombée du jour sur des plaques au collodion vers 1855. Mais la mise au point de l'émulsion au gélatino-bromure d'argent pour les négatifs va permettre de façon générale à la communauté scientifique de s'approprier le médium photographique comme support d'enregistrement de phénomènes jusqu'alors difficilement photographiables. Pensons aux recherches sur le mouvement, qui sont contemporaines des travaux effectués à la Tour Saint-Jacques, menés par Étienne Jules Marais et Georges de Mény à la station physiologique du Bois de Boulogne. Alors, au-delà de l'utilité de la photographie pour la photométrie dont nous allons parler bientôt, au laboratoire de la Tour Saint-Jacques, Jaubert et ses collaborateurs ont cherché à tester toutes les potentialités de la photographie, y compris dans ses développements les plus récents, tout en continuant à employer des instruments de mesure et d'enregistrement traditionnels. Il leur importait d'abord de vérifier la sensibilité de ce nouveau support d'enregistrement au gélatino-bromure d'argent en l'utilisant pour des prises de vue dans des conditions entre guillemets extrêmes, photographie du ciel et photographie de nuit. Travaux en météorologie et en photométrie montreront que l'apport de la plaque sèche fut indéniable. Si la météorologie et la photographie sont nées à 5 ans d'intervalle, 1834 pour la première et 1839 pour la seconde, c'est en 1879, après le deuxième congrès météorologique international, que la photographie commence à être utilisée pour représenter et étudier ce qui, dans le ciel, bien que visible, se dérobe à toute collection, c'est-à-dire principalement les nuages, facilitant ainsi peu à peu l'émergence de la météorologie comme science. Ces nouvelles plaques au gélatino-bromure d'argent permettent à Jaubert de réaliser des vues instantanées où l'on peut distinguer, évidemment dans une image monochrome, le bleu et le blanc, ou le gris, donc le nuage dans le ciel, sans qu'il soit besoin de faire des retouches. La retouche étant une pratique plus artistique que scientifique. Auparavant, en raison de temps de pause différents, les ciels nuageux ne pouvaient apparaître dans un paysage que par l'association de deux plaques réalisées séparément et combinées au moment du tirage du positif, donc d'un photomontage. C'est ainsi que le photographe Gustave Le Gray a réalisé certaines de ses célèbres marines. De même, l'emploi d'appareils qui permettent une visualisation globale du ciel ouvre la voie à une approche dynamique du ciel et à l'analyse qui se formalisera dans les années 1920, non plus seulement des nuages, mais des systèmes nuageux. 2 photographies sont ainsi réalisées avec un appareil tout nouveau, en 1886 bien sûr, le cylindrographe, conçu à des fins topographiques et militaires vers 1885 par le lieutenant-colonel du génie Paul Mouessard, polytechnicien, professeur à Saint-Cyr et à l'école de guerre. Il s'agit d'une chambre noire, demi-cylindrique, équipée d'un objectif couvrant jusqu'à 170 degrés. Vous voyez ici, sur la légende de cette image, que cette légende porte la mention 165 degrés à l'horizon.
Ce cylindrographe permet d'obtenir des panoramas d'un seul tenant, et surtout sans courbure, ce qui pour l'étude scientifique est primordial, même si les astronomes, pour leur part, appréciaient l'image sphérique. Au laboratoire de la Tour Saint-Jacques, l'emploi de la photographie à des fins photométriques s'inscrit donc dans une utilisation plus large de la photographie à des fins scientifiques. La technique de la photographie, à base de chimie et d'optique, entre d'ailleurs pleinement dans le champ d'étude du laboratoire. Il existait alors à la préfecture de la Seine un laboratoire de photométrie et un service chargé de contrôler le pouvoir éclairant du gaz. Tous deux créés sous le Second Empire, suite à la conclusion de traités avec les compagnies privées qui fournissaient, depuis 1859, le gaz d'éclairage à Paris, principalement du gaz de houille. Dans les années 1880 encore, l'éclairage ordinaire des rues parisiennes se faisait au gaz. Et ponctuellement, à partir de 1878, à l'électricité, avec les lampes Jablochkov. L'exposition internationale de l'électricité, en 1881, avait montré les vertus de l'arc électrique. Il produit une lumière d'une intensité plus grande que le gaz. Son pouvoir éclairant est donc plus grand. Dans les années 1880, toujours placés sous la direction d'Adolphe Alphand, les services préfectoraux compétents effectuaient leurs vérifications tous les soirs de 20h à 23h dans 11 laboratoires d'essais différents. Le laboratoire central, situé quai de Béthune, se consacrait, lui, aux tests d'appareils nouveaux et aux tests de procédés de fabrication innovants. Aucun de ces services ne semble cependant avoir opéré en extérieur, ni utilisé la photographie comme mode d'enregistrement de la lumière artificielle. Ce sera donc la spécificité du laboratoire de la Tour Saint-Jacques que de mener des recherches en photométrie dehors, à l'extérieur. Seront ainsi réalisées 4 vues nocturnes de sources lumineuses, toutes prises depuis la tour, qui par sa hauteur permet de jouir d'un environnement dégagé. Ces vues sont réalisées à l'occasion d'illuminations, alors rares, de bâtiments de la capitale. L'album de la bibliothèque de l'Hôtel de Ville n'en contient que 3, mais un article du Petit Journal signale la 4e, prise en décembre 1885, lors de l'illumination du Palais de l'Industrie, pour la fête de l'Arbre de Noël, qui dura du 26 décembre 1885 au 6 janvier 1886. Cette vue est en fait la seconde, prise par un opérateur du laboratoire, puisque la toute première, légende des premières épreuves photométriques, a été prise dans la nuit du 19 au 20 décembre 1885. Cette vue a été prise lors des illuminations du tribunal de commerce. Ce soir-là, un bal y était donné au profit des pauvres de Paris par le comité des fêtes du commerce et de l'industrie de Paris, présidé par Alphand. Un reporter du journal Le Temps décrivait ainsi la scène, je cite : « Le palais du tribunal de commerce, illuminé à giorno, se détachait sur la masse sombre formée par les bâtiments de la préfecture, de l'Hôtel-Dieu et du palais de justice. » Fin de citation. Il est probable que le tribunal de commerce fut illuminé de la même façon que le palais de l'Industrie, dont l'éclairage est décrit comme suit par un reporter du Petit Journal. Je cite : « Une rampe de gaz courant tout autour de la galerie du premier étage, des lampes électriques, des girandoles de verre de couleur. » Fin de citation. Cette première vue photométrique réalisée depuis la tour, qui se trouve à 200 mètres à vol d'oiseau du tribunal, a été prise sur une plaque de petit format, 6 par 9. Le format est indiqué dans la légende. En un temps de pause de 15 minutes, décidé, rappelons-le, par le photographe lui-même. La même vue, réalisée par un jour ensoleillé, mais il s'agirait d'une vue du bâtiment non illuminé, aurait pu être accomplie en un temps de pause inférieur à la seconde, de l'ordre du 50e de seconde. Des 3 photographies nocturnes que nous allons voir, celle-ci est certainement la moins réussie. Elle manque de netteté, sans doute à cause d'un temps de pause trop long.
Chronologiquement, les troisième et quatrième épreuves photométriques prises depuis la tour Saint-Jacques datent du 14 juillet 1886. Et pour ces deux vues, l'opérateur a employé des plaques plus grandes, 13 par 18 cm, ce qui implique que le laboratoire disposait de plusieurs chambres noires de différentes tailles. La troisième vue, celle-ci donc, est un panorama qui inclut de la droite vers le centre le palais de justice, le boulevard du Palais, la fontaine Saint-Michel, tribunal de commerce, au fronton duquel brille un RF très lumineux. Alors, malgré des festivités gâchées par la pluie, il pleuvait ce jour-là, un reporter du Petit Parisien écrivait le jour des illuminations, je cite: « Ce soir, on illuminera. D'éblouissantes guirlandes de gaz courront sur la noire façade des vieux édifices. Les petites lanternes multicolores s'allumeront partout. » Alors pour cette vue, toujours prise à 200 mètres de son sujet, l'opérateur a choisi un temps de pause d'1 minute. Alors normalement, le résultat devrait être meilleur que ce que vous avez vu pour la première vue. La quatrième et dernière vue photométrique réalisée par le laboratoire de Jobert dans les années qui nous intéressent est une vue des motifs illuminés du perron de la tour Saint-Jacques. Avec cette photographie, on mesure les aléas de la prise de vue photométrique en extérieur, lorsque l'éclairage se fait au moyen du gaz, c'est-à-dire d'une flamme vive, et que le photographe en est tout près. Vous voyez sur le motif de gauche que le vent est venu modifier la combustion de la flamme de l'une des deux sources lumineuses. Du coup, le motif est beaucoup moins précis, beaucoup moins flamboyant que celui de droite. Sur un plan plus large, comme les panoramas précédents, ce détail serait passé inaperçu. L'exemplaire de cette vue est donné à l'empereur du Brésil, dont je vous parlais tout à l'heure, Dom Pedro II, exemplaire qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale du Brésil, comporte des mentions absentes sur l'exemplaire conservé à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville. On y apprend que la photographie a été prise à 2 mètres, avec un temps de pause de 30 secondes. Pour voir une vue complète de la tour Saint-Jacques illuminée, prise par un opérateur du laboratoire, il faudra attendre 1896. L'album « La tour Saint-Jacques à travers les âges », réalisé par Jobert, envoyé au préfet de la Seine de l'année en 1913 et conservé aujourd'hui à la bibliothèque historique de la ville de Paris, dans sa rétrospective en images de l'histoire de l'édifice, contient en effet une planche, la planche 67, où se trouve une photographie nocturne des illuminations de la tour, prise par Jobert lui-même le 7 octobre 1896, lors de la visite des souverains russes à Paris. Sa légende ne contient toutefois aucune information technique sur la prise de vue. Mais dans les années 1890, la photographie nocturne, qui était encore une expérience 10 ans plus tôt, s'était largement répandue, notamment dans la pratique amateur. De Paul Martin, un Français installé à Londres, à Léon Gimpel, en passant par Alfred Stieglitz ou Constant Pouillot, le développement de cette pratique se confirme. Pouillot préconisait en 1898 des temps de pause de 8 à 10 minutes en cas d'éclairage au gaz et de 2 à 3 minutes en cas d'éclairage électrique, ce qui obligeait bien sûr à stabiliser la chambre noire avec un pied et aboutissait souvent à rendre les espaces urbains déserts, comme au temps pionnier de la photographie. L'électrification de l'éclairage public parisien s'est accélérée pendant la Grande Guerre et au cours des années 1920, la compagnie parisienne de distribution d'électricité va peu à peu assurer le remplacement des becs de gaz sur la voie publique par un éclairage électrique. Paris, qui ne comptait que 16% de réverbères électriques en 1928, en comptera 70% 10 ans plus tard. Les illuminations que Jobert a photographiées depuis la tour Saint-Jacques étaient donc essentiellement des illuminations au gaz, à flamme vive.
C'est un peu par une illusion d'optique que ces illuminations nocturnes présentent une continuité. Avec la distance, donc les points lumineux des lampes associées en guirlande ou en rampe paraissent continus, alors qu'on voit bien sur la vue des illuminations du perron, prises de beaucoup plus près, que la bande lumineuse est faite de points successifs. Le tube au néon, un gaz rare dont Georges Claude a mis au jour à partir de 1902 les applications en matière d'éclairage, permettra plus tard de créer réellement cette continuité et même de la sculpter, de lui donner forme, comme le montrent par exemple les photographies nocturnes réalisées lors de l'exposition internationale des arts et techniques appliqués à la vie moderne en 1937. Vous pouvez voir ici une tour hélicoïdale en rhodoïde, bordée d'un néon bleu, installée donc à la porte du quai d'Orsay, à côté du pavillon de la radio, dont le nom et l'architecture sont soulignés par des tubes au néon, tandis qu'une lumière indirecte éclaire ses abords, où poussent des fleurs électriques aussi. Évidemment, les photographies monochromes de Jaubert et celles-ci en noir et blanc ne rendent pas justice aux couleurs de la lumière, jaune pour le gaz, blanche pour l'électricité, de 40 couleurs différentes pour le néon. Les recherches en photométrie, comme celles menées au laboratoire de la Tour Saint-Jacques, ont permis de mettre au point des appareils de mesure de la lumière destinés à la prise de vue photographique, les posemètres, qui sont venus remplacer les premiers appareils de calcul du temps de pose, des tableaux ou des actinomètres. En dérivent aussi des appareils destinés au grand public, aux amateurs, comme le posographe qu'Auguste Kaufmann fit breveter en 1921. Grâce à un système de curseurs et de bielles, le posographe donnait pour chaque circonstance un temps de pose à respecter. Primé au concours Lépine, l'instrument a été plébiscité par le public et décliné dans une version pour le cinéma en 1923. Alors cet appareil, pour utile qu'il ait été, ne permettait cependant pas de réussir à coup sûr un cliché lorsque la source lumineuse était clignotante. Pour cela, il fallait, là encore, aller à l'encontre du principal avantage de la plaque sèche, c'est-à-dire l'instantanéité. Pour la photographie d'illumination animée, la technique la plus efficace était la pose fractionnée. Pour photographier sans flou un même motif, il fallait exposer la plaque lorsque ce motif apparaissait, c'est-à-dire ouvrir l'obturateur au bon moment et le fermer ou le masquer, sitôt le motif remplacé par un autre, et répéter cette opération à chaque apparition du motif lumineux, donc plusieurs fois. Ici, vous voyez sur cette photographie de la Tour Eiffel un des 7 motifs qu'avait conçu Fernand Jacopozzi à la demande de Citroën pour utiliser la tour un peu comme un support publicitaire au profit de Citroën. Et donc la succession des tableaux obligeait donc le photographe à interrompre la prise de vue de manière à attendre la répétition du motif qu'il avait choisi de photographier. Alors pour conclure, l'exception de vue prise de nuit par l'astronome Jules Janssen à la Porte Saint-Denis à une date antérieure à 1885, mais qui reste imprécise, vraisemblablement en 1867-68, mais peut-être en 1880, et dans des conditions d'éclairage qui le sont tout autant, au gaz en 1867-68, à l'électricité en 1880, à l'exception aussi de la vue concomitante prise par Étienne Barral, qui, placé à 50 mètres du spectacle, réalisa en 15 secondes une vue du feu d'artifice tiré à Lyon pour le même 14 juillet 1886, ces photographies réalisées à la Tour Saint-Jacques sont parmi les premières épreuves nocturnes jamais réalisées en France, si ce ne sont pas les premières. Prouesses techniques, elles sont à la croisée de recherches multiples qui déboucheront au XXe siècle sur une réflexion sur les gaz d'éclairage et l'électricité, dans leurs utilisations urbaines et à la généralisation progressive de la lumière électrique, pour les enseignes lumineuses, les illuminations festives, la signalisation routière. Mais ces photographies amènent aussi à une esthétique de la nuit, dans laquelle la lumière agit comme un révélateur, en soulignant la forme des édifices ou en dévoilant les mystères des ténèbres.
Pensons aux photographes pictorialistes comme Edward Steichen ou Alvin Langdon Coburn, ou encore et surtout à Brassailles, fasciné par la nuit parisienne. Mais cette généralisation de l'éclairage électrique en ville finit aussi par gêner les photographes. De Léon Gimpel à Émile Sainte-Claire de Ville. Le premier, lors de ses excès nocturnes de l'autochrome, demanda par l'intermédiaire de Georges Claude, l'inventeur du néon, à ce que les services techniques parisiens en réduisent l'intensité lorsqu'il opérait. Et le second en vint à dénoncer l'éclairage parasite de la circulation automobile. Comme vous pouvez voir sur cette photographie, le sujet principal sont les illuminations des grands magasins du Louvre, mais ce qui attire aussi notre œil, c'est la lumière les lumières associées à la circulation devant le panneau lumineux. Alors, au fait des phénomènes d'éblouissement, Jaubert n'avait-il pas soulevé, dès 1885, la question de ce que l'on n'appelait pas encore la pollution lumineuse nocturne urbaine, en constatant qu'avec l'éclairage électrique, la nuit, je cite, « la lueur est telle qu'une personne placée à 52 mètres du sol parisien pouvait lire aussi facilement que si elle n'eût été qu'à quelques centimètres d'une bougie. » Merci de votre attention. Maintenant, si vous avez des questions. Oui, bonjour. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, dans la tour Saint-Jacques, à quel endroit étaient les chambres de Renoir, enfin tout le laboratoire, tout était groupé en haut, ou s'il y avait en partie inférieure au socle aussi des lieux. Merci. La préfecture de la Seine, quand elle a autorisé M. Jaubert à s'installer dans la tour Saint-Jacques, donc d'abord avec un laboratoire privé, c'est assez vite ravisé parce que, évidemment, il avait modifié tout l'intérieur de manière à pouvoir l'utiliser. Il y a de très 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 nombreuses marches pour atteindre le sommet de la tour Saint-Jacques, donc il avait créé des paliers pour justement faire sa salle de cours, de conférences et de cours, installer sa bibliothèque, installer ses appareils. Vous voyez qu'il a approprié un petit peu l'espace à son travail, et aussi bien pour y créer des bureaux, qu'il créait des salles avec des instruments. Il avait d'ailleurs une collection d'instruments de mesure, baromètres, thermomètres et tout un tas d'autres instruments scientifiques. Donc il est probable qu'il avait un petit laboratoire dans la tour. Mais vous dire précisément où, je ne sais pas. Pas sur la plateforme. Je vous en prie. Question ? Bon, moi, je vais poser une question. Moi, je voulais savoir comment, avant que ça devienne public, comment c'était financé en fait. Est-ce que c'était sur ses fonds propres ? Qu'est-ce qu'il vendait ? Comment ça marchait ? Alors, quand en 1885, Jaubert et Carton s'associent pour fonder ce laboratoire, ils comptent financer leurs activités en faisant payer des cours. Voilà. Ceci dit, les cours étaient gratuits pour ceux qui ne pouvaient pas les payer. Voilà. Donc, Jaubert ne semble pas avoir été voilà. Ensuite, il a demandé chaque année régulièrement au conseil municipal des subventions de fonctionnement. Voilà. Au cours de 6 à 7 ans, il avait recueilli comme ça, à coup de subvention, de mémoire, plus de 30 000 francs de l'époque. Voilà. Donc, mais la ville, la préfecture de la Seine avait intérêt à soutenir ce laboratoire, dans la mesure où, associé à l'observatoire de Montsouris, les deux institutions pouvaient observer les mêmes phénomènes à quelques kilomètres de distance. Voilà. C'est ainsi qu'ils ont pu observer chacun
un au centre de Paris, un dans le 14e, un ouragan en septembre 1896, avec beaucoup de dégâts à la Tour Saint-Jacques et finalement très peu à Montsouris. Merci. Une autre question? Merci. Vous avez évoqué en introduction l'activité d'aéronaute de Jaubert. Est-ce qu'on lui doit des vues aériennes dans l'esprit de Nadar, par exemple? Alors, la présentation que je vous ai faite repose sur un album photographique dans lequel il ne se trouve pas de photos aériennes à proprement parler. On a dans cet album une vue d'un ballon au-dessus de Paris, des frères Godard, mais pas de vue aérienne proprement dite. Mais vu le nombre d'ascensions qu'a fait Jaubert, il est probable qu'il s'est essayé à la photographie. Mais sa particularité, c'était, à l'inverse de Tissandier, par exemple, c'était de monter en ballon, non pas pour photographier la Terre, mais pour photographier le ciel. Ce qui l'intéressait, c'était d'aller photographier au plus près des nuages. Voilà. On pouvait mesurer la hauteur à laquelle se trouvait un nuage. Donc, par triangulation, c'était faisable. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas mesurer, c'était son épaisseur. Et ces questions-là, pour la partie météorologique des recherches en ballon menées par Jaubert, cet aspect-là était primordial. Il a fait vraiment de très nombreuses ascensions et je pense qu'il n'a pas tout à fait résisté à la tentation de mettre son laboratoire au service des aéronautes. Il avait ainsi développé des services annexes, on va dire, qui n'étaient pas tout à fait ceux que lui demandait la préfecture, notamment en proposant un service. Il était joignable par téléphone, par exemple. Tout aéronaute, depuis une cabine publique, depuis un téléphone public, pouvait demander des renseignements météorologiques pour préparer son ascension. Et il a fait des ascensions jusqu'en 1912, donc 4 ans avant sa mort. Et quand il n'était pas dans le ballon, il organisait au sol les vols. Il a eu une très très grosse activité pendant l'année 1905. Il a participé au moins à 3 grosses expéditions en ballon en France et puis à l'étranger, dans des programmes internationaux. Mais je pense que c'était sa grande passion. Est-ce qu'on sait s'il existe des photos de la crue de 1910 prises depuis la tour Saint-Jacques? Je ne pense pas qu'il y en ait dans l'album que conservent mes collègues de la bibliothèque historique, mais de mémoire, sous réserve de vérification. La présentation que je vous ai proposée reposait vraiment sur une année. Donc, à vérifier dans... Est-ce que ces albums sont numériques? Oui. J'ai mis les adresses des sites de... Voilà. Comme c'est certainement l'image la moins illustrée. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions d'en savoir un peu plus sur la photométrie. Merci beaucoup.